Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 février, il est 8h30 et vous écoutez la matinale sur EDJ-FM. Au programme ce matin, la chute de Jack Lang emportée par l'onde de choc des Epstein Files après plusieurs jours de pression politique et médiatique. On reviendra aussi sur le procès en appel de l'enseignante d'Evaël, 6 ans après le suicide de la collégienne victime de harcèlement. Direction ensuite les États-Unis où la politique migratoire de Donald Trump continue de provoquer manifestations et prises de position à l'international. Et puis on fera le point sur les premiers jours des Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina et les performances prometteuses des Bleus. Mais avant tout ça, place au Flash Info. Dans l'actualité, ce jeudi, Sébastien Lecornu présente aujourd'hui la programmation pluriannuelle de l'énergie sur la période 2025-2035. Le Premier ministre détaillera la répartition entre nucléaire, éolien, solaire ou hydraulique lors d'un déplacement dans le Jura sur les barrages de Saumortier et de Vouglan. Ce document stratégique était attendu depuis près de 3 ans par les acteurs du secteur pour anticiper investissement et emploi. Sa publication a été retardée par de vifs débats politiques sur l'avenir du mix énergétique français. La France va réduire sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme selon France Info. Elle passera de 1,6 milliard d'euros sur la période 2022-2025 à 660 millions d'euros pour 2026-2028, soit une baisse de près d'1 milliard d'euros. La décision en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National sera rendue le 7 juillet. Le parquet général a requis 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, qui envisage une 4e candidature à l'élection présidentielle. Ses avocats ont de leur côté plaidé la relaxe. Le Mexique et les États-Unis ont mené une opération conjointe dans le Pacifique. La marine mexicaine et les gardes-côtes américains ont saisi 188 paquets de cocaïne lors d'une intervention coordonnée en haute mer. Cette action intervient dans un contexte de tension après les menaces de Donald Trump de s'attaquer au cartel mexicain. Enfin, les Français Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron sont champions olympiques de danse sur glace. Ils offrent à la délégation tricolore un 3e titre à Milan-Cortina. La victoire s'est jouée à rien, 1,43 points d'avance sur les Américains Madison Chock et Evan Bates, grands favoris de la compétition après 3 ans à avoir dominé le sport. Guillaume Cizeron conserve ainsi son titre olympique décroché en 2022. Nous reviendrons plus en détail sur cette 6e journée olympique pour le clan français un peu plus tard dans le journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 8h30. Vous êtes toujours sur EDJ-FM et on ouvre à présent notre séquence info avec l'actualité de la semaine. La pression était trop forte. Jack Lang a fini par présenter sa démission de l'Institut du monde arabe ce week-end. Celui qui se disait blanc comme neige a été balayé par l'onde de choc mondiale de l'affaire Epstein. Le drame en 5 actes devait se dénouer dimanche au Quai d'Orsay, mais Jack Lang a présenté sa démission samedi en fin de journée, soit la veille de sa convocation par le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, Chiara Mariani. Tout commence le vendredi 30 janvier, jour où le département de la justice américaine a dévoilé plus de 3 millions de documents compromettants, les Epstein Files. Ces documents dévoilent les échanges de mails entre différentes personnalités publiques et politiques et Jeffrey Epstein, le pédocriminel américain, à l'origine d'un réseau de prostitution tentaculaire. À l'aune de ces révélations, Jack Lang, dont le nom figure plus de 650 fois dans les dossiers, évoque d'abord le sujet avec légèreté. Au micro de RTL, le mercredi 4 février, il semble offusqué de devoir considérer sa propre démission, demandant à l'animateur s'il s'agit d'une plaisanterie. Et des prises de parole comme celle-ci, il y en a eu plusieurs dans les médias dans les jours qui ont suivi. Aussitôt, Jack Lang a été lâché par Emmanuel Macron le jeudi 5 février. Les conseillers du président lui ont conseillé de penser à l'institution. Le vendredi 6 février, c'est le rappel à l'ordre du ministère des Affaires étrangères qui ne s'est pas fait attendre. À la clé, une convocation au Quai d'Orsay le dimanche 8 février qui semble lui montrer la sortie. Sauf que, la veille du jour fatidique, samedi 7 février, Jack Lang cède. Acculé après plusieurs jours de pression, il propose sa démission et coupe l'herbe sous le pied du gouvernement. Le tout afin de pouvoir, je cite, récuser sereinement les accusations qui l'accablent. Et du côté de sa famille politique, comment a-t-on réagi à ces déclarations et à cette démission ? Alors, dans le même temps, l'ancien ministre est aussi lâché par ses anciens camarades de la gauche. Les appels à la démission sont lancés par toute la classe politique, mais surtout sa propre famille socialiste. Bon nombre d'entre eux se sont d'ailleurs empressés de le désavouer, à l'instar d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, ou encore de Ségolène Royal, figure historique du parti. Donc, pris dans le double étau de la justice et de l'opinion publique, Jack Lang a fini par quitter ses fonctions. Dans la famille chute vertigineuse, je demande donc le père, mais aussi la fille. Le parquet national financier a ouvert une enquête contre l'ancien ministre de la Culture et sa fille, Caroline, pour soupçon de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Elle aussi est éclaboussée par le scandale. Caroline Lang a quant à elle quitté son rôle de présidente du syndicat des producteurs indépendants dès le début de semaine dernière.
Depuis les révélations du 30 janvier, de nombreuses personnalités européennes baignent officiellement dans l'affaire Epstein. Les prochaines têtes à tomber se trouvent peut-être au Royaume-Uni, avec le prince Andrew, également impliqué dans l'affaire, ou encore Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur aux États-Unis, cité à plusieurs reprises dans l'affaire et très lié au Premier ministre britannique Keir Starmer, lui aussi dans le collimateur. Merci Chiara, on continue de suivre cette affaire de près. Les cas de harcèlement scolaire ébranlent aussi l'actualité. Marie de Groot, vous revenez sur le procès en appel de la professeure de français d'Evaël, accusée d'avoir participé au harcèlement de l'enfant qui s'est suicidé à l'âge de 11 ans en 2019. Elle n'avait que 11 ans. En 2019, Evaël, victime de harcèlement au collège Isabelle Autissier d'Herblay dans le Val d'Oise, se suicide. 6 ans après, c'est à la cour d'appel de Versailles que ses parents se retrouvent pour faire face à Pascal B., professeur de français, soupçonné d'avoir contribué au harcèlement de leur fille. Un harcèlement que cette professeure justifie, Marie ? Un harcèlement qu'elle continue de démentir. À la barre, rejugée en appel ce 9 février, l'enseignante, depuis à la retraite, se justifie de nouveau. Elle déclare n'avoir fait que son travail et n'avoir jamais eu l'intention d'harceler. Et pourtant, d'autres accusations d'harcèlement pèsent sur elle. Cette dernière est aussi accusée de harcèlement moral par 3 autres enfants. Ce que les enfants pu témoigner, c'est que leur professeur semblait viser des élèves en particulier. Des élèves qui témoignent également de brimades répétées de la professeure à l'encontre d'Evaël. En classe et devant elle, l'enseignante avait demandé aux élèves de répondre à cette question. Pourquoi Evaël se sent-elle harcelée et exclue ? Un événement qui avait bouleversé l'enfant et qui aurait contribué à son geste. Pour ses parents, c'est en tout cas l'évidence. Depuis, la mère d'Evaël, Marie Dupuis, a choisi la voie de la presse pour faire valoir justice. Elle s'est aussi adressée à la Cour ce 10 février pour dénoncer le harcèlement d'enseignants envers des élèves. Pourquoi, quand il s'agit d'un professeur, détournons-nous le regard ? Qu'attendons-nous pour arrêter de nous voiler la face ? Des propos qui seront sûrement dans l'esprit des juges pour plusieurs mois. Le jugement en appel de la professeure de français est attendu le 13 avril prochain. 18 mois de prison avec sursis ont été requis par le parquet. Merci Marie. La politique migratoire de Donald Trump ne fait plus seulement débat à Washington, elle provoque des manifestations, inspire des prises de position d'artistes mondiaux et s'invite jusque dans les rues européennes. Jeanne Moncop. De Minneapolis à Santa Clara, de Santa Clara à Milan, un même fil rouge, la contestation grandissante contre la politique d'immigration de Donald Trump. L'Amérique proteste dans ses rues, ses artistes prennent position sur les plus grandes scènes du monde et désormais le monde lui-même se mobilise. La contestation est partie du froid, un froid glacial, mordant, presque symbolique. Nous sommes le 30 janvier à Minneapolis, il fait moins 17 degrés. Pourtant, des milliers d'Américains descendent dans la rue. Ils dénoncent les opérations coup de poing de l'ICE, la politique de l'immigration et la politique migratoire de l'administration Trump. La ville du Midwest est devenue l'épicentre d'une colère nationale. L'émotion est encore vive après la mort de 2 manifestants anti-ICE, Alex Pretty et René Good, abattus par des agents fédéraux en janvier. Malgré la présence massive de policiers masqués, la foule défile, déterminée. Une contestation qui ne faiblit pas. Et lorsque Bruce Springsteen, légende vivante du rock américain, monte sur scène pour un concert gratuit en marge du rassemblement, le message prend une dimension nationale. Il chante Street of Minneapolis et crée en hommage aux 2 victimes. Ce soir-là, ce n'est plus seulement une manifestation, c'est une Amérique qui se regarde et qui doute. Une Amérique qui se rebelle contre une politique migratoire jugée brutale, répressive, contraire à son histoire. Quelques jours plus tard, le 8 février, changement de décor. Le Levi's Stadium de Santa Clara en Californie accueille la 60e finale du Super Bowl. Seattle face à New England. Score final 29-13. Le spectacle est total, mais là encore, la politique n'est jamais loin. À la mi-temps, Bad Bunny transforme la pelouse en scène engagée. Le chanteur portoricain invite Lady Gaga et Ricky Martin et célèbre tout le continent américain. Une ode aux cultures latino-américaines, aux identités multiples, à cette Amérique faite de migration et de métissage. Devant 135 millions de téléspectateurs selon CBS, le message est puissant. L'Amérique ne se résume pas aux murs et aux expulsions. Elle est diversité, elle est mélange, elle est héritage migrant. Puis la contestation franchit les frontières. À Milan, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Olympiques d'hiver 2026, des centaines de manifestants italiens descendent dans la rue. Leur cible, la présence controversée d'agents de l'ICE sur le sol italien. Banderole ICE dehors, à bas ICE, fumigène, slogan visant le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Principalement des étudiants rassemblés devant le Politecnico de Milan qui dénoncent ce qu'ils perçoivent comme l'exportation d'une politique migratoire agressive. La colère n'est plus seulement américaine, elle devient mondiale.
Une chose est sûre, la question migratoire n'est plus un débat intérieur américain. Elle est devenue un enjeu global, un symbole politique et peut-être le miroir d'une époque. Merci Jade, on va rester du côté de Milan cette fois, mais on va parler d'un sujet un petit peu plus joyeux puisque depuis presque une semaine, les Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan-Cortina ont débuté et battent leur plein. Mégane Gomez, vous revenez ce matin sur les derniers résultats de l'équipe de France. Oui Léa, la France a décroché hier 4 médailles en une seule journée. Tout d'abord au ski de bosse par l'intermédiaire de Perrine Lafont, médaillée de bronze, puis au biathlon en épreuve individuelle femme, où nos 2 Françaises, Julia Simon et Lou Jamono, ont décroché respectivement l'or et l'argent. En fin de journée, une nouvelle médaille d'or est venue s'ajouter au compteur, au patinage artistique en danse sur glace libre couple, où Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry ont fait parler leur grâce et leur élégance pour s'offrir le plus beau des métaux. Et comment tout cela se traduit au tableau des médailles ? Eh bien, plutôt bien. La France, après 6 journées de compétition, pointe dans le top 10, à la 6e place avec un total de 7 médailles, dont 3 en or, remportées sur les épreuves de biathlon, en relais mixte dimanche, puis en individuel chez les femmes hier, et grâce au patinage artistique, en danse sur glace hier soir. Un classement dominé dans un ordre d'apparition avec la Norvège à la première place, puis viennent les États-Unis à la 2e place, et enfin l'Italie qui brille à domicile devant ses supporters et qui clôt ce podium. Et quel est le programme du jour pour nos Bleus, Mégane ? Une journée pleine de promesses attend notre équipe de France dans ces JO. Ça démarrera fort dans un peu plus d'une heure et demie, à 10h. Arthur de Villaucourt et Paul-André Agé prendront le départ des qualifications de l'épreuve de ski à bosse. Un peu plus tard, à 12h10, c'est l'équipe de France de hockey sur glace masculine qui disputera, elle, son tour préliminaire face à la Suisse. Plus tard dans la journée, en tout début de soirée, à 20h15, Bérénice Combi disputera un quart de finale très attendu du 500 mètres en patinage de vitesse sur courte piste. Enfin, à 20h35, c'est Quentin Fercoq qui prendra le départ du 1000 mètres en patinage de vitesse sur courte piste pour lui aussi disputer un quart de finale qui s'annonce très prometteur. Merci Mégane. Donc une première semaine de compétition encourageante pour l'équipe de France qui reste bien placée au tableau des médailles, vous l'aurez compris, et qui peut espérer de nouvelles belles émotions dans les jours à venir. Merci aux chroniqueurs pour leur regard sur l'actualité de la semaine et dans un instant, ils partageront leur coup de cœur du moment. Mais juste avant, on écoute Taylor Swift et son titre Fate of Ophelia sur EDJ-FM. Et c'était Taylor Swift avec The Fate of Ophelia sur EDJ-FM. Et on enchaîne tout de suite avec nos cartes blanches. Les chroniqueurs vous partagent leur coup de cœur ou leur rendez-vous manqué du moment, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, une initiative locale, bref, ce qui les a marqués cette semaine. Et on commence à parler musique ce matin, puisqu'on va parler également concert et portefeuille, alors que les prix des billets flambent pour de nombreux artistes. Certains essaient de rester accessibles. C'est le cas d'Orelsan en tournée en ce moment. Héloïse, vous étiez à son concert à Nice ce week-end. Et oui, Orelsan a signé son grand retour sur la scène musicale après son film Yoroi, sorti en octobre et réalisé par David Tomasescu. Le chanteur a enchaîné avec un album introspectif, La fuite en avant. Il y parle de paternité, de vie de couple, de pression liée à la notoriété et aux réseaux sociaux. Musicalement, on retrouve son mélange de rap incisif et de refrains plus mélodiques avec quelques influences pop et japonaises. Depuis janvier, il défend cet album sur scène et ce week-end, il était à Nice pour 2 concerts au Palais Nicaïa, tous les 2 complets. Pendant un peu plus de 2 heures, le rappeur Canet propose un show découpé en 4 chapitres. Il alterne nouveaux morceaux et classiques comme Basique, Claquette ou La Terre est ronde. Entre les titres, il se confie sur sa famille, ses doutes, sa vie personnelle. On retrouve un Orelsan à la fois piquant et touchant. Alors on parle quand même d'un gros show, et concrètement ça ressemble à quoi sur scène ? Alors la scénographie est très travaillée, plateforme mobile, décors marquants, jeux de lumière synchronisés, le Palais Nicaïa s'est transformé presque en arène. Côté tenue, ça reste sobre, coordonné, fidèle à son style. L'idée n'est pas d'en mettre plein la vue avec les costumes, mais de miser sur l'énergie du live et le lien avec le public. Et justement, ce public, parlons-en, il a réagi comment ? Il est très réceptif, beaucoup chantent les paroles par cœur sur les anciens
comme sur les nouveaux titres. Et il y a aussi un sujet qui revient souvent chez les fans, le prix des places. Parce qu'aujourd'hui, aller à un concert peut vite coûter cher, même très cher. Orelsan, lui, reste dans les tarifs plutôt contenus pour des grandes salles, généralement entre 45 et 75 euros et jusqu'à 80 euros à l'Accor Arena à Paris. Par contre, c'est pas le cas pour tous les artistes. Non, et c'est là que la comparaison parle. Avec la hausse des coûts de production, d'énergie et de logistique, les billets augmentent presque partout. Sans compter pour le public, les transports ou parfois l'hôtel. Certains artistes déclenchent même des polémiques. Si on prend l'exemple des stars internationales comme BTS, on est sur d'autres niveaux de prix. Au Stade de France, les billets vont de 78 à 260 euros, avec des reventes qui peuvent grimper à 350 ou 400 euros. Autre débat autour de Harry Styles. Sur certaines dates à l'étranger, des préventes ont proposé des billets à des montants très élevés, jugés excessifs par une partie des fans. Dans ce contexte, Orelsan apparaît plutôt à contre-courant, des prix mesurés, mais des salles toujours pleines. Et à l'heure où le concert devient parfois un luxe, lui semble vouloir garder un spectacle accessible, et en plus les dates sont complètes, donc le public suit. Merci Héloïse. On va partir maintenant du côté du cinéma, puisque c'est un monument de la littérature anglaise qui revient sur grand écran, une passion dévorante, un amour impossible, des fantômes qui ne cessent de hanter les landes du Yorkshire. Mais cette nouvelle adaptation des Hauts de Hurlevent ne laisse personne indifférent, et certainement pas vous, Chiara Mariani, qui avez vu le film en avant-première. Et oui, j'ai assisté à l'avant-première de Hurlevent le mardi 10 février, l'adaptation cinématographique du roman éponyme duquel est tirée la fameuse citation « Quelle que soit la nature de nos âmes, la sienne et la mienne ne font qu'une ». Et voilà quel amour impossible tourmente Cathy et Heathcliff dans l'adaptation de la réalisatrice Emerald Fennell du seul et unique roman d'Emily Brontë. Le couple maudit est incarné à l'écran par les sulfureux Margot Robbie et Jacob Elordi. Dans le film, Cathy et Heathcliff sont d'abord deux enfants, élevés dans une grande demeure du nord de l'Angleterre où le père de Cathy a recueilli Heathcliff lorsqu'il était enfant. Très liés durant l'enfance, les sentiments entre les deux protagonistes s'épaississent à l'âge adulte, mais Cathy préfère faire un beau mariage, craignant une vie difficile aux côtés d'Heathcliff, trop rustre et trop sauvage. Heathcliff, vexé, quitte les Hauts de Hurlevent. Il reviendra quelques années plus tard, amer et rancunier, mais doté d'un nouveau statut et d'un désir intact de vengeance. Mais depuis sa sortie, l'adaptation a beaucoup fait parler d'elle et essuyé de nombreuses critiques négatives, surtout en France. L'un des premiers reproches faits au film est de ne pas coller à l'intrigue du livre. En effet, dans le film, Cathy et Heathcliff consument pleinement leur romance. Or, dans le livre, le geste le plus tendre entre eux réside dans une poignée de main. Donc là, on est clairement dans une réinterprétation. Est-ce que la réalisatrice l'assume ? Oui, eh bien la réalisatrice revendique clairement cette prise de liberté. En fait, elle décrète avoir interprété cette histoire d'amour comme elle l'aurait rêvé, elle, dans sa chambre adolescente. Donc une fois cette question évacuée, que reste-t-il du film ? Si l'intrigue est bien menée, le film bien rythmé, on peut toutefois regretter que le jeu d'acteur soit un peu too much. Les deux personnages principaux tirent un peu vers la caricature au début du film. En fait, il y a quelque chose de trop peut-être américain dans cette super production qui gêne quelque peu les spectateurs européens. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film manquait de subtilité et pouvait être davantage dans la suggestion. Certains dialogues sont d'ailleurs si caricaturaux que l'on ne sait pas vraiment si le ton est ironique ou premier degré. La bande-son, signée Charlie XCX, entre parfois en dissonance avec certaines scènes, remplie des creux, et témoigne surtout de la volonté du film d'être une œuvre instagrammable. Il s'agit au demeurant d'un film à l'esthétique très soignée, mais qui tend plutôt vers la dark romance que vers le roman gothique de fin de 19e siècle. Pour les fans du livre, l'obsession mutuelle qui gouverne les personnages principaux reste belle à voir. Le spectacle de leur romance Les Contumants à petit feu nous tient en haleine pendant 2h20. Sorti en salle depuis le 11 février, visionner ce film est une bonne idée pour une soirée anti-Saint-Valentin réussie. Merci Chiara. On reste dans les salles obscures, mais on change complètement d'époque avec l'un des films les plus attendus de ce début d'année, Marty Suprême, et Thomas Noël vous l'a vu en avant-première. Et vous n'avez pas pu passer à côté, on s'est littéralement fait matrixer sur les réseaux sociaux par la promotion XXL du film, entre les apparitions très commentées, parfois un peu discutables, du couple Timothée Chalamet et Kylie Jenner sur les tapis rouges et la veste sold out créée pour le film. C'était du jamais vu pour un biopic, et en général, quand le marketing est aussi massif, c'est rarement bon signe. Mais contre toute attente, ça fonctionne ici. Et même très bien, Léa. Marty Suprême, c'est 2h30 de cinéma porté par un Timothée Chalamet habité. On est dans l'Amérique de l'après-guerre, années 50, avec un grain d'image rétro très assumé mais qui marche. Et une époque où on jouait encore au ping-pong et en chemise et en cravate. Oui, vraiment. Et au centre de tout ça, Marty Mauser.
Inspiré d'un vrai joueur, Marty Reisman, aujourd'hui décédé, Moser a 23 ans dans le film, est déjà insupportable, arrogant, capricieux. Timothée Chalamet est à la fois extrêmement agaçant et brillant, boutonneux, mono-sourcils, sûr de lui à l'excès, mais sincère dans son jeu. Le film commence très fort. Marty représente déjà les États-Unis dans les compétitions internationales. C'est le genre de raccourci des biopics qui m'énerve un peu, mais peut-être que son passé n'est pas tout simplement pas intéressant, alors qu'il se voit champion donc, mais vivant encore chez sa mère, eh ben, il enchaîne les petits boulots pour financer ses voyages, il est odieux avec les femmes, il est irrespectueux de ses aînés, mais donc rien n'est lissé dans le film et rien n'est excusé. Et à partir de la première heure, le film change complètement de nature, tout déraille sans qu'on le voie venir. On pensait voir un film de sport, de ping-pong, où on se retrouve face à un mélange de genres presque mafieux, imprévisible. Qui aurait cru que jouer du ping-pong pourrait rendre ça cool, presque gangsta? Et c'est donc là que le film devient intéressant. Je dirais même passionnant. On ne sait jamais où il va, Marty Suprême devient un paria, joue au gangster, s'enfonce encore, et malgré tout, on l'aime presque. C'est troublant, mention spéciale pour le montage, le rythme est incroyable, les 2h30 passent comme une heure, et pour le générique de début, plein d'humour, vous comprendrez en le voyant. Mais jamais de carte blanche sans faute avec toi. Est-ce que ce serait Thomas une première dans cette émission ? Non, Léa, rien n'est parfait. Le film fait le choix de reconstituer des images d'archives plutôt que de les utiliser. C'est un parti pris, mais un peu frustrant. On aurait aimé comparer pour mieux s'ancrer davantage dans l'époque. Et côté personnage féminin, le film il pêche un peu. Gwyneth Paltrow, malheureusement, n'apporte pas grand-chose au film. Et Odessa Asio, heureusement qu'elle est là parce qu'elle relève un peu la barre dans la seconde partie. En tout cas, dans ce chaos drôle et dérangeant, il y a la meilleure performance de Timothée Chalamet à ce jour, un personnage impossible à racheter, conscient de sa propre chute et qui s'en moque. Un voyage étrange, parfois humiliant, mais très brillant. Et oui, je le dis, pour moi, Timothée Chalamet mériterait son Oscar, et ça, nous le saurons le 15 mars prochain. Et d'ici là, Marty Supreme sort en salle française le 18 février. Comme chaque jeudi, on fait le point sur les principaux rendez-vous culturels à venir à Nice et dans la région avec vous, Jeanne Moncop. Si vos idées sorties pour un week-end riche en culture et en carnaval. On commence samedi à 10h au musée de la photographie Charles Nègre avec la rétrospective de l'artiste hollandaise Justine Jallings. 61 photographies emblématiques pour plonger dans son univers singulier de portraitiste. À 11h, direction le musée des Beaux-Arts pour une visite guidée de l'exposition Maurice Denis, années 20, l'éclat du midi. Une immersion dans l'œuvre de l'artiste 100 ans après son exposition niçoise de 1925. Pensez à réserver cependant. À 14h, place à la fête avec la Carnavalina. Le virus du carnaval s'empare de Nice. Au programme, joie, sourire, gourmandise et parfums floraux. Et c'est gratuit. Le soir à 20h au théâtre Lino Ventura, l'humoriste Hakim Jimili présente son one-man show Fatigué. Et à 21h, ne manquez pas le Corso illuminé, l'ouverture du carnaval de Nice. Troupes, danseurs et fanfares pour un spectacle haut en couleurs. Dimanche, on démarre à 9h avec la traditionnelle course des garçons de café déguisés sur le thème Vive la Reine. À midi, le carnaval des Frenchies vous attend, musique 100% française, brunch et animation pour toute la famille. Enfin, à 14h, réouverture de la bibliothèque Nucera, lecture musicale inédite imaginée par 26 auteurs. Un moment sensible et gratuit pour redécouvrir l'âme de ce lieu. Merci Jade. Voilà pour les sorties du week-end à Nice. On jette maintenant un œil au ciel pour voir ce qui nous attend. Et aujourd'hui, le ciel restera voilé du matin jusqu'à l'après-midi, mais c'est surtout le vent qu'il faudra surveiller. Des rafales sont attendues jusqu'à 65 km/h. Les températures, elles, restent douces, entre 11 et 19 degrés. Demain, même ambiance en début de journée avec un ciel voilé, puis la pluie fera son arrivée dans l'après-midi, en soirée et durant la nuit. Le vent sera encore présent avec des rafales jusqu'à 45 km/h, comptées entre 11 et 17 degrés. Samedi, le temps sera plus gris, couvert le matin, nuageux l'après-midi avec des températures en légère baisse, entre 10 et 15 degrés. Et dimanche, une matinée plutôt clémente, avec un ciel peu nuageux avant un voile plus marqué dans l'après-midi. Les températures resteront agréables entre 10 et 16 degrés. Un week-end un peu changeant, vous l'aurez compris, alors gardez le coupe-vent à portée de main, on sait jamais. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à toute l'équipe pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à Yana Primovici à la régie. Et enfin, merci à vous de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dès 8h30 pour une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous sur EDG FM.